Bonsoir. Merci d'être venus à nouveau, si nombreux. Vous voyez, la salle va être pleine ce soir. Et ça fait toute une semaine, comme ça, où nous avons un public qui remplit les salles pour venir écouter des lectures. Et nous en sommes ravis, nous vous remercions. Maintenant, c'est à nous de ne pas vous décevoir, bien sûr. Alors, je voudrais également en profiter pour tout de suite remercier ici le lieu, le MP2A Auditorium Saint-Germain, qui nous reçoit pendant 3 jours, et son directeur, Guillaume Descamps, qui voilà, a eu la gentillesse d'accueillir ce festival, dont je vais maintenant vous dire quelques mots. Alors, j'ai mis la feuille à l'envers. C'est un festival qui est organisé par le service culturel de la Sorbonne, Paris 4, et par les livreurs, qui sommes, justement, nous sommes les lecteurs qui vont lire. Mais bon, vous vous doutez bien qu'un festival comme ça ne s'organise pas tout seul. On a de nombreux partenaires qui nous soutiennent, notamment France Culture, mais également la mairie de Paris, et puis la CCAS, qui est le comité d'entreprise EDF, qui nous soutient pour tout le festival, et tout particulièrement pour la soirée d'hier, autour du sport. Nous avons aussi 3 sites qui sont partenaires de ce festival. Le site laconjugaison.fr, que certains connaissent peut-être, parce que quand on est sur Internet, quand on ne sait pas conjuguer un verbe, tiens, on tombe en fait très souvent sur laconjugaison.fr. Un autre site, c'est La Plume de Pan, qui est un site pour ceux qui, maintenant, sont venus, et qui s'intéressent quelque part à la lecture à voix haute, peuvent rencontrer d'autres gens qui sont passionnés par cette activité. Et c'est un site d'échange autour de la lecture et de la lecture à voix haute plus particulièrement. Le 3e site qui est partenaire, c'est le site Boucle d'Oreille, qui d'ailleurs ce soir filme la soirée et qui sera retransmise demain sur Internet, sur le site Boucle d'Oreille, car Boucle d'Oreille est un site qui notamment s'intéresse à la lecture audio, mais également vend les CD en ligne. Tous les CD que vous avez envie de chercher, de trouver, eh bien vous les trouvez sur ce site. Nous avons 2 éditeurs qui nous soutiennent également, c'est les éditions De Vive Voix et les éditions Short Édition qui ont organisé avec nous cette année le prix Short Édition, Livre en tête 2013, dont nous désignerons à la fin de la soirée le vainqueur de cette année. Il y a, je crois, quelques nominés qui sont dans la salle, mais bien sûr, personne ne sait encore qui a gagné. Enfin, moi, je le sais, mais je ne le dirai pas. Nous remercions aussi François Bunel, qui est notre président d'honneur cette année, qui sera présent demain et qui nous a beaucoup soutenus. L'événement, comme vous l'avez remarqué sur le programme, a lieu dans plein d'endroits différents. On a eu lundi l'Institut français de la mode avec des textes, des articles de presse de 19e, 20e, 21e que nous avons lus avec la princesse Hermine de Clermont-Tonnerre. Hier, nous avions du sport. Mardi, c'était une dégustation littéraire, donc une soirée critique autour de la lecture à voix haute. Et demain, nous avons le fameux bal à la page, soirée érotique, où vous pourrez écouter des textes... Pardon, quoi? Mais vous n'êtes pas obligé de venir demain. Je vois que c'est un public vivant, là. Hein, tout de suite, on réagit. Texte érotique, chlamboum, là, ça y est, on se réveille, là. Hein. Non, ce soir, ça ne sera pas érotique, mais ça sera passionnant, vous allez voir. Et nous avons... Mais il y a des petits trucs cochons aussi, quand même. Ah, ouais. Vous inquiétez pas. Donc, nous avons ce soir le thème, c'est pour ça que vous êtes venus, qui s'intitule « Plaidoirie imaginaire ». Et pour ce thème, tout à l'heure, Jean-Paul Carminati et Pierre Jourde vous présenteront plus précisément la soirée, son contenu. Moi, je suis là pour vous présenter aussi notre invité, qui est Mathieu Aron, qui est spécialiste judiciaire et notamment qui est actuellement directeur de la rédaction de France Inter, mais qui a été longtemps le grand spécialiste sur France Info de toutes les affaires judiciaires. Il a également sorti un livre passionnant avec toutes les grandes plaidoiries qu'on peut trouver dans son livre, qui sera en vente chez notre libraire, La Manœuvre, c'est le titre, enfin c'est le nom du libraire, et le livre s'appelle « Les grandes plaidoiries des ténors du barreau ». Vous pourrez le faire dédicacer tout à l'heure. Et à côté de ce stand, nous avons bien sûr aménagé un autre petit stand avec nos CD audio où, pour ceux qui ont envie la semaine prochaine de continuer à écouter des textes, d'avoir les textes, les meilleurs moments de livres en tête enregistrés en public. En plus de tout ça, vous vous rendez compte, c'est quand même un programme chargé, nous avons invité ce soir, ils sont là, devant,
Et ils ont le trac aussi, figurez-vous. Hein, ouais. Ce sont 8 des secrétaires de la conférence du stage du barreau de Paris. Là aussi, Jean-Paul Carminetti vous expliquera beaucoup mieux que moi qui ils sont en réalité. Mais ce sont, en gros, pour simplifier, les meilleurs avocats du barreau à venir, puisqu'ils ont été sélectionnés dans ce concours. Moi, il me reste à vous demander, enfin, il ne me reste pas à demander, puisque vous l'avez fait, vous avez bien sûr éteint vos portables. Hein, c'est fait, voilà. Éteindre les portables veut dire aussi éteindre le vibreur, éteindre complètement, vous voyez, enlever la batterie même, hein, comme ça on est sûr, voilà. Et je vous demande maintenant d'accueillir Pierre Jourde et Jean-Paul Carminati qui vont vous expliquer le contenu de la soirée. Et moi, je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir. Bonsoir. Bon, Pierre, c'est à toi, alors tu commences pour la littérature. Oui. Plaidoirie imaginaire. On est entre nous, ce que je vais dire ne sortira pas d'ici, on est bien d'accord? Imaginaire. D'accord. Nous allons entendre des extraits de procès de fiction qui figurent dans des romans, mais vous allez entendre également des extraits de plaidoiries prononcées au cours de procès célèbres devant de vrais magistrats. Plaidoirie, d'accord, mais vous allez aussi entendre des réquisitoires, des accusations, des lettres de refus, bref, tout un échantillon de ce qu'on appelle le genre argumentatif, de ce que, allez, n'ayons pas peur des mots, Aristote appelait le discours. Le discours, c'est-à-dire ce genre oratoire qui est destiné à entraîner la conviction au moyen de tout un feu d'artifice de figures de rhétorique, qui sont là donc pour elles-mêmes entraîner cette conviction. Genre littéraire qui a cette particularité, par rapport à tous les genres littéraires, de déboucher directement sur des effets réels et des effets importants. Si c'est un sermon, vous pouvez vous convertir. Si c'est un réquisitoire, vous pouvez être condamné à mort. Si c'est une plaidoirie, vous pouvez être gracié. Voilà, vous dire toute la force du genre dont vous allez ce soir écouter quelques extraits. Maintenant, vous êtes condamné à écouter. Espérons que les lectures sauront emporter votre conviction. Alors, Pierre, tu n'as pas mentionné les auteurs, on ne les mentionne pas, hein, parce que... non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Hein, ça fait partie du jeu, vous écoutez un texte et puis on vous dit après qui a écrit ce texte. Et alors, après chaque passage littéraire, eh bien, vous allez avoir quelqu'un qui va arriver là, en catimini, et qui aura 2 minutes 10 maximum pour parler de ce texte d'un point de vue ou polémique, ou de défense, ou d'accusation, parler du texte, ou parler d'un des personnages du texte, ou de la situation du texte. Cette personne qui viendra, c'est un des secrétaires de la conférence du stage du barreau de Paris, jeunes avocats donc, qui sont cooptés par leur père chaque année, ils sont 12 chaque année, et ils passent un concours d'éloquence assez difficile, là c'est en 3 étapes, en 3 tours, qui normalement fait appel à des qualités à la fois rhétoriques et scéniques, et aussi d'improvisation. Alors, ça fait 15 jours qu'ils sont prévenus, ils n'ont pas encore complètement peaufiné leur intervention, parce qu'ils travaillent aussi parfois dans l'urgence, ils ont l'habitude de travailler dans l'urgence, et ils ont 2 minutes 10, c'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes 10, s'ils dépassent, ils auront un noir scène. Donc vous ne vous étonnerez pas, ça sera la sanction suprême, ça fait partie du jeu également, parce que la plaidoirie aujourd'hui est un art qui est certes encore existant, mais qui est de plus en plus limité dans le temps. On nous dit toujours, maître, faites court, faites le plus court possible, et puis parfois on nous interrompt. Voilà. Alors, l'exercice auquel se sont prêtés les secrétaires de la conférence de cette année et puis 2 élus pour l'année prochaine, je vais les citer parce qu'on ne citera pas leur nom au fur et à mesure. Vous allez entendre respectivement dans l'ordre d'arrivée en fonction des textes. Dans la première partie, Constance Debré, je ne vous dis pas bien sûr sur quel texte, hein, parce que c'est trop simple, Albéric de Gaillardon, Sanjay Mirabeau, ensuite Entracte. Après, vous entendrez Victor Zaguri, Alexandre Verminck et Paul Fortin, qui bénéficieront tous deux en même temps de 2 minutes 10. Marie Pompéi-Culin et Thomas Klotz terminera la séquence des plaidoiries, cette fois-ci imaginaire, sur texte imaginaire. Alors, je précise que le 4e texte que vous entendrez dans la première partie est un extrait de plaidoirie réel. Oui, c'est ce que je disais. Voilà. Et donc, il n'amènera pas de commentaires
imaginaire d'un avocat. Voilà. On s'en expliquera d'ailleurs juste après la première partie avec Mathieu Aron. Je n'en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne écoute et nous allons regagner les coulisses. On va faire ça. Voilà. Bonne soirée.
Le Rastigno, ça ne s'allume pas. Je le savais. Ça y est. Non, c'est magique, ça y est. Laissez-moi seul. Monsieur le ministre, c'est chez mon ami Jules Dupré, à l'Isle-Adam, que j'ai appris l'insertion au journal officiel d'un décret qui me nomme chevalier de la Légion d'honneur. Ce décret, que mes opinions, bien connues sur les récompenses artistiques et sur les titres nobiliaires, auraient dû m'épargner, a été rendu sans mon consentement. Et c'est vous, monsieur le ministre, qui avez cru devoir en prendre l'initiative. Ne craignez pas que je méconnaisse les sentiments qui vous ont guidé. Arrivant au ministère des Beaux-Arts après une administration funeste, qui semblait s'être donnée à tâche de tuer l'art dans notre pays, et qui serait parvenue, par corruption ou par violence, s'il ne s'était trouvé ça et là quelques hommes de cœur pour lui faire échec, vous avez tenu à signaler votre avènement par une mesure qui fit contraste avec la manière de votre prédécesseur, le maréchal Vaillant, ministre de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts. Ces procédés vous honorent. Mais permettez-moi de vous dire qu'il ne saurait rien changer, ni à mon attitude, ni à mes déterminations. Mes opinions de citoyen s'opposent à ce que j'accepte une distinction qui relève essentiellement de l'ordre monarchique. Cette décoration de la Légion d'honneur que vous avez stipulée en mon absence, et pour moi, mes principes la repoussent. En aucun temps, en aucun cas, pour aucune raison, je ne l'eusse accepté. Bien moins le ferais-je aujourd'hui que les trahisons se multiplient de toutes parts et que la conscience humaine s'attriste dans de tant de palinodies intéressées. L'honneur n'est ni dans un titre, ni dans un ruban, il est dans les actes et dans le mobile des actes. Le respect de soi-même et de ses idées en constitue la majeure part. Je m'honore en restant fidèle aux principes de toute ma vie. Si je les désertais, je quitterais l'honneur pour en prendre le signe. Mon sentiment d'artiste ne s'oppose pas moins à ce que j'accepte une récompense qui m'est octroyée par la main de l'État. L'État est incompétent en matière d'art. Quand il entreprend de récompenser, il usurpe sur le droit public. Son intervention est toute démoralisante, funeste à l'artiste, qu'elle abuse sur sa propre valeur, funeste à l'art, qu'elle enferme dans des convenances officielles et qu'elle condamne à la plus stérile médiocrité. La sagesse pour lui est de s'abstenir. Le jour où il nous aura laissés libres, il aura rempli vis-à-vis de nous tous ses devoirs. Souffrez donc, monsieur le ministre, que je décline l'honneur que vous avez cru me faire. J'ai 50 ans et j'ai toujours vécu libre. Laissez-moi terminer mon existence libre. Quand je serai mort, il faudra qu'on dise de moi « Celui-là n'a jamais appartenu à aucune école, à aucune église, à aucune institution, à aucune académie, surtout à aucun régime, si ce n'est le régime de la liberté. Veuillez agréer, etc. » Je vous ai lu un extrait de la Gazette anecdotique littéraire de Gustave Courbet. Mais quelle arrogance! Courbet, drapé dans cet honneur qu'il se croit seul à pouvoir s'accorder,
dit non. Ses principes, dit-il, la refusent, la repoussent, cette Légion d'honneur. Mais ses principes, il n'en a qu'un, c'est lui-même, c'est sa supériorité. Il aurait pu la refuser, cette Légion d'honneur, mais sur d'autres principes, pour d'autres raisons. Il aurait pu dire que la Légion d'honneur n'est due qu'à ceux qui, d'Austerlitz à Waterloo, sont morts pour la France, qu'à ceux qui en ont pris le risque. Il aurait pu dire que les artistes, eux, ne prennent aucun risque. Il aurait pu dire que l'art sert le beau, que l'art sert l'universel, que l'art ne sert pas la nation et que l'artiste ne mérite pas la Légion d'honneur. Il aurait pu dire, enfin, quelle arrogance, mais aussi quelle bêtise, l'artiste maudit, quel cliché, la liberté du peintre, quelle ponte aux ânes, le romantisme a mal tourné, ses fonctionnaires, ses peintres, ses poètes s'arrogent des privilèges, ils se donnent un statut indépassable. Courbet s'affiche en homme libre, il ne l'est pas, il est prisonnier du cliché. Courbet sur sa propre grandeur, Courbet ne réfléchit pas, il s'indigne, et l'indignation est toujours une paresse, c'est un sport de paresseux. Il ne voit même pas sa propre contradiction. Ce républicain qui clame l'égalité pour tous ne la veut pas pour lui-même, et je n'ai aucun regret, car cette Légion d'honneur, il ne la méritait pas. Son ruban rouge aurait souillé, pour longtemps, le sang des soldats de l'an 2. La nature humaine contemporaine a horreur du vide juridique, c'est-à-dire des zones de flou où risquerait de s'infiltrer encore un peu de vie, donc d'inorganisation. Un tour d'écrou de plus chaque jour. Projets, commissions, mise à l'étude, propositions, décisions, élaboration de décrets dans les cabinets. Il faut combler le vide juridique. Comblons, comblons encore. Prenons des mesures, légiférons. Sainte loi, priez pour nous. Enseignez-nous la salutaire terreur du vide juridique et l'envie perpétuelle de le colmater. Retenez-nous, ligotez-nous au bord du précipice de l'inconnu. Le moindre espace que vous ne contrôlez pas au nom de la néoliberté, judiciairement garantie, est devenu pour nous un trou noir invivable. Non, notre monde est à la merci d'une lacune dans le code. Nos plus sourdes pensées, nos moindres gestes sont en danger de ne pas avoir été prévus quelque part dans un alinéa protégé par un appendice surveillé par une jurisprudence. L'actualité quotidienne est devenue, pour une bonne part, le roman vrai des conquêtes de la loi et des enthousiasmes qu'elle suscite. De nouveaux chapitres de l'histoire de la servitude volontaire s'accumulent. L'orgie procédurière ne se connaît plus aucune borne, si je n'évoque pas ici les affaires de magistrats vengeurs, les scandales de fausses factures, la sombre révolte des juges en folie, c'est que tout le monde en parle partout. Je préfère aller chercher mes anecdotes en des coins moins visités. Il n'y a pas de petites illustrations.
En Suède, tout récemment, un type saute au plafond d'indignation dans un film de Bergman qui passe à la télé. Il vient de voir un père donnant une gifle à son fils dans un film. Oui, un film, à la télé. Non, pas en vrai. N'empêche que ce geste est immoral, profondément choquant, d'abord, et puis surtout en infraction par rapport aux lois de son pays. Il va donc, de ce pas, porter plainte, poursuivre en justice. Qui n'approuverait cet homme sensible? Non, le cinéma, d'ailleurs, regorge d'actes de violence, de crimes, de viols, de vols, de trafic et de brutalité, dont il est urgent de le purger. On s'attaquera ensuite à la littérature, ne vous en faites pas. Bon, maintenant, l'obsession pénaliste se réattaque de front au plaisir. Ah, ça démangeait tout le monde, de recriminaliser la sexualité. En Amérique, on commence à diriger vers des cliniques spécialisées ceux à qui on a réussi à faire croire qu'ils étaient des addicts, des malades, des espèces d'accros du sexe. Ici, en France, on a maintenant une loi qui va permettre de punir la séduction sous ses habits neufs de harcèlement. Encore un vide de combler. Dans la foulée, on épure le Minitel, et puis on boucle le bois de Boulogne. Enfin, tout ce qui se montre, il faut l'encercler, le menotter de taxes et décrets. À Bruxelles, de sinistres inconnus préparent l'Europe des règlements. Toutes les répressions sont bonnes à prendre, depuis l'interdiction de fumer dans les lieux publics jusqu'à la demande de rétablissement de la peine de mort, en passant par la suppression de certains plaisirs qualifiés de préhistoriques, comme la corrida, les fromages au lait cru ou la chasse à la palombe. Elle sera appelée préhistorique n'importe quelle occupation qui ne retient pas ou ne ramène pas le vivant d'une façon ou d'une autre à son écran de télévision. Enfin, toutes les délations deviennent héroïques. Aux États-Unis, pays des lawyers sans délire, les homosexuels de pointe inventent l'outing, forme originale de mouchardage qui consiste à placarder à tour de bras des photos de types connus pour leur homosexualité honteuse avec la mention « absolute queer », parfait PD. On les fait sortir de leur secret parce que ce secret porte tort, dit-on, à l'ensemble du groupe. On les confesse malgré eux, plus de vie privée, donc plus d'hypocrisie. Transparence. Le mot le plus dégoûtant en circulation. Enfin, de nos jours. Hein. Mais voilà que ce mouvement d'outing commence à prendre de l'ampleur. Les chauves s'y mettent. Mais eux aussi, ils affichent à leur tour des portraits, des photos de célébrités qu'ils accusent de porter des moumoutes. Pardon, des compléments capillaires. Bon. On va démusquer les emperruqués qui ne s'avouent pas. Et pourquoi pas, après ça, les porteurs de fausses dents, les bonnes femmes liftées, les cardiaques à pacemaker. L'ennemi héréditaire est partout, depuis qu'on ne peut plus le situer nulle part massivement à l'est ou à l'ouest. Toutes les propagandes vertueuses concourent à recréer un type de citoyen bien dévot, bien abruti de l'ordre établi, bien hébété d'admiration pour la société telle qu'elle s'impose, bien décidé à ne plus jamais poursuivre d'autres jouissances que celles qu'on lui indique. Le voilà, le héros positif du totalitarisme d'aujourd'hui, le mannequin idéal de la nouvelle tyrannie, le monstre de Frankenstein des savants fous de la bienfaisance, le bonhomme en kit qui ne baisse qu'avec sa capote, qui respecte toutes les minorités, qui réprouve le travail au noir, la double vie, l'évasion fiscale, les disjonctages salutaires, qui trouve la pornographie moins excitante que la tendresse, qui ne peut plus juger un livre ou un film que pour ce qu'il n'est pas par définition, c'est-à-dire un manifeste, qui considère Céline comme un salaud, mais ne tolérera plus qu'on remette en cause, si peu que ce soit, Sartre et Beauvoir, les célèbres Thénardier des lettres,
qui s'épouvante enfin comme un vampire devant un crucifix quand il aperçoit un rond de fumée de cigarette derrière l'horizon. Il n'y a pas de nouvelle inquisition. Non, c'est un mouvement bien plus subtil, une montée qui sourd de partout, et il serait vain de continuer à se gargariser du rappel des antiques procès dont furent victimes Flaubert ou Baudelaire. Leur persécution révélait au moins une non-solidarité essentielle entre le code juridique et l'écrivain, un abîme entre la morale publique et la littérature. C'est cet abîme qui se comble chaque jour, et personne n'a plus le droit de ne pas être volontaire pour les grands travaux de terrassement. Qui racontera cette comédie? Quelle Racine osera demain composer les néo-plaideurs? Quel écrivain s'échappera du zoo légalitaire pour en décrire les turpitudes? Note ajoutée en avril 1997, il va sans dire que le phénomène étudié ici a connu dans tous les domaines depuis 1992 une extension prodigieuse qui ne semble pas près de s'interrompre. Oh non, non. Je vous ai lu L'envie du pénal, un extrait de Exorcisme spirituel de Philippe Muret, publié aux éditions Le Livre de Poche. Cher Philippe Muret, je tiens à vous le dire en face, maintenant que vous êtes mort. Vous débloquez, Philippe, vous débloquez complet. Je ne sais pas si, à l'époque de cet article, vous aviez réussi à vous échapper de votre zoo légalitaire, mais visiblement, vous étiez parvenu à tromper la vigilance de vos psychiatres. Vous étiez d'ailleurs conscient que ça n'allait pas très bien, Philippe, le jour où vous avez accouché de cette logorrhée paranoïaque, puisque vous l'écriviez vous-même, « Sainte loi, ligotez-nous au bord du précipice de l'inconnu ». Oui, ligotez Philippe Muret, il voit des lois partout. Alors bien sûr, le libertaire qui sommeille en chacun de nous pourra partager votre détestation des agités du code, des agités du sifflet. Mais par moments, vous allez trop loin, Philippe. Vous mélangez tout. L'interdiction du harcèlement sexuel et la chasse à la palombe, quoi que vous en disiez, ça n'est pas la même chose. La deuxième est évidemment bien moins scandaleuse. Enfin, arrêtez avec vos prédictions apocalyptiques. Non, personne ne songe à traquer les cardiaques à pacemaker. Rebranchez le vôtre, Philippe, ça va bien se passer. Non, personne n'a bouclé le bois de Boulogne et je constatais hier encore que l'on y travaille en toute quiétude. Après, si vous vous moquez de mes conseils et si vous n'écoutez pas ces conseils d'amis, vous écouterez au moins l'avertissement du pénaleux, du pénaliste. Faites gaffe, Philippe, faites gaffe où vous mettez les pieds. On est corporatistes, nous. On est peut-être des bons hommes en kit qui ne baissent qu'avec capote, mais on sait se défendre. Le pénal, c'est notre gagne-pain, alors laisse-le prospérer. Et si t'as pas envie de pénal, eh ben n'en prends pas, mais n'en dégoûte pas les autres. Voilà, Sainte Loi, priez pour nous et délivrez-nous de Philippe Muret. Amen. Monsieur le Président de Pacotille, Mesdames et Messieurs les jurés,
Quand il a fini d'écrire des conneries dans le dictionnaire, à quoi sert un académicien français? À rien. À rien du tout. Non mais, regardez-le, mesdames et messieurs les jurés. Voyez ce triste spécimen de parasite de la société qui trémousse sans vergogne son arrogance de nanti sur le banc vermoulu de l'infamie populaire. Voyez-le glandouiller sans honte dans ce minable tribunal de pitres grotesques à l'heure même où des millions de travailleurs de ce pays suent sang et eau dans nos usines, dans nos bureaux et même dans nos jardins, où d'humbles femmes de la terre arrachent sans gémir à la glèbe hostile les glorieuses feuilles de scarole destinées à décorer les habits verts des 40 plésiosaures grabataires qui souillent le quai Conti du chevrotement comateux de leurs pensées séniles. N'avez-vous pas honte, monsieur d'Ormesson, de vous commettre ainsi avec ces 39 vieilles tiges creuses, rien dans la cafetière, tout dans la coupole? N'avez-vous point honte de vous exhiber dans cet affligeant gérontodrome? Vous qui êtes encore jeune et fringant malgré les rides affreuses qui commencent à défigurer de façon dramatique votre visage naguère aristocratique? N'avez-vous point honte, à votre âge, un grand garçon comme vous, de vous déguiser périodiquement en guignol vert pomme avec un chapeau à plumes à la con et une épée de panoplie de Zorro? Est-il, Dieu possible, qu'un écrivain aussi sérieux que vous fasse partie des 40 papilles à tremblote tout juste encore bons à réchauffer leurs os cliquetant au soleil du front de Seine en se demandant s'il y a un N ou deux à Zigounette? N'avez-vous point honte, Jean d'Ormesson, de fricoter dans les belles lettres en compagnie de Jean Miller, d'Henri Bordeaux, d'André Mauroy ou de Jean Dutour, autant d'écrivaillons tellement inexistants que je me demande s'il n'y en a pas déjà la moitié de morts? Est-il, Dieu possible, qu'il existe une précocité du gâtisme? Peut-on être gâteux précoce comme on est éjaculateur mondain? Alors, si cela était, cette question en amènerait une autre encore plus terrible. Et c'est à vous que je la pose, monsieur d'Ormesson. Serait-il, Dieu possible, que des gâteux écrivent dans le Figaro? Je ne puis le croire. C'est en 1635 que Richelieu-Drouot créa l'Académie française. Pourquoi ce nom d'Académie française? C'est la question que tout le monde se pose, sauf Maître Régaud qui s'en fout du moment, qu'il n'a pas froid aux genoux et qu'il peut brouter tranquillement sous son pupitre la morue séchée que sa tata Rodriguez lui envoie de Lisbonne en paquet fado. Pourquoi Académie française? Eh bien, justement pour éviter que les bougnoules étrangers ne vinssent poser leur cul basané sur les bancs des Français. Pourquoi Académie? Là, c'est plus compliqué. Je vous demande à tous un effort d'attention. Vous n'allez pas être déçus. Avant que Richelieu-Drouot ne le réquisitionnât, le magnifique bâtiment surmonté de la célèbre coupole et flanqué de 2 très belles bâtisses que tout le monde connaît, ce magnifique bâtiment abritait une boulangerie. La boulangerie du maître boulanger Jean-Baptiste Quai-Conti, où Henri IV lui-même venait acheter ses fameuses baguettes bien cuites que son amant Sully lui découpait en mouillettes pour les tremper dans le bouillon de poule au pot tous les dimanches. À cette époque, on ne faisait pas le pain comme aujourd'hui,
On fabriquait la croûte d'un côté et la mie un peu plus loin. C'est pourquoi il y avait ces deux bâtisses. Les clients fortunés comme Henri IV ou Marguerite de Valois achetaient évidemment la croûte et la mie, mais les pauvres, qui, depuis le début de l'humanité, ont toujours eu des goûts simples, j'en connais qui n'ont même pas de magnétoscope, les pauvres, dis-je, n'achetaient que la croûte. Et quand un pauvre arrivait devant la double boutique de maître Jean-Baptiste Quai-Conti, il demandait « Pardon, mon bon maître, où c'est qu'il y a des croûtes ?» Et notre brave boulanger répondait invariablement en montrant les deux portes « C'est là qu'il y a des croûtes et c'est là qu'il y a des mie », précisait-il. Or, par un beau soir de printemps 1635, le cardinal de Richelieu, qui était de fort belle humeur, il venait de se faire amidonner la soutane par une jolie repasseuse de la rue Dauphine, le cardinal, dis-je, cette blanchisserie existe aujourd'hui encore, 14 rue Dauphine, vous pouvez vérifier, elle a seulement changé de nom, elle s'appelait jadis À la culotte qui luit, en hommage à Richelieu évidemment, maintenant elle s'appelle beaucoup plus prosaïquement Pressing du Sahel, nettoyage à sec. Donc, Richelieu se promenait, un peu raide, au bord de la Seine, lorsque son regard fut attiré par le trottoir souillé de miettes de pain à la hauteur de la boulangerie de maître Quai-Conti. « Dégueulasse ou meste ?» dit-il en latin et en lui-même. Il fit mander dès le lendemain le boulanger et le tensa d'importance pour cette dégradation de la chaussée. « Vous pourriez faire votre pain plus loin, dit le cardinal. « Oh ben, vous savez, moi, je fais où on me dit de faire, hein, rétorqua cet homme. Outré par tant d'impertinence, Richelieu ordonna qu'on lui coupât la tête, ce qui fut fait dans l'heure, puis, pris de remords, il donna au bord de Seine, à cet endroit, le nom de Quai-Conti. « Monsieur le cardinal, j'aime beaucoup ce que vous faites, dit Louis XIII, qui était con comme un bourbon. Mais que va devenir cette immense boulangerie dont vous étâtes le chef ? Que Sa Majesté besogne en paix son Autrichienne, j'y ai songé, répondit Richelieu. Je vais tout simplement remplacer toutes ces vieilles croûtes par des vieux croûtons. L'Académie française était née. Puis, s'avisant soudain qu'on était déjà en 1635, Richelieu et Louis XIII décidèrent qu'il était grand temps d'aller bouffer du boche s'ils ne voulaient pas que la guerre de 30 ans se terminât sans eux. Donc, Jean d'Ormesson, mon petit bonhomme, vous êtes coupable. La peine capitale ayant été abolie contre la volonté du peuple par un caprice des hordes roses hystériques qui font régner leurs lois existantes dans ce pays, je demande néanmoins au jury un maximum de fermeté. Étant donné que l'accusé n'écrit pas avec ses pieds, je suggère qu'on lui coupe les mains. Vous l'aurez sans doute tous reconnu, je vous ai lu le procès d'Ormesson, extrait de l'œuvre « Les réquisitoires du tribunal des flagrants délires » de Pierre Desproges, publié aux éditions Point. Un point, c'est tout. Merci Juliette. Alors si j'étais assis, si j'étais un bourgeois au sens de Victor Hugo, c'est-à-dire celui qui a une place assise, à votre place j'aurais honte. J'aurais honte parce que je vous ai entendu rire. Rire à propos de ce qu'on appelle les académiciens, c'est-à-dire des gens un peu âgés. Mais je vous vois, vous n'êtes plus si jeune. Et moi qui suis indien, d'ailleurs, on m'a dit qu'un Indien s'est glissé dans la salle. Rassurez-vous, ce n'est pas ce fleuriste pakistanais qui vous proposera quelques roses lorsque vous serez au restaurant chez Drouan ce soir après la fête. Qui s'est glissé dans la salle, ça n'est que moi, Sanjay Mirabeau. Et j'ai une toute autre version de la création de l'Académie française parce que je n'entends rien aux histoires de mie et de croûte. Parce que vous savez qu'en Inde, on mange des nanes. On mange des nanes au fromage, même quand on est intouchable.
Non, je crois que si on a créé l'Académie française, c'est parce que Richelieu, et je m'appelle Mirabeau, donc je parle en connaissance de cause, c'est parce que Richelieu savait que quelques années plus tard, quelques siècles plus tard, une association du nom des amoureux de la lecture à voix haute et à voix sonore, je crois, quelque chose comme ça, allait être créée. Et Richelieu savait qu'il fallait des gens qui devaient écrire sans relâche un dictionnaire. Parce qu'il faut un dictionnaire pour pouvoir lire à voix haute. Alors, je sais que je n'ai que 2 minutes 10 et que bientôt le noir va venir sur moi. Ça ne me gêne pas, j'ai l'habitude. Mais je me rappelle Clémenceau et Monet. Je me rappelle Clémenceau qui avait arraché le drap noir sur le cercueil de Monet et qui avait dit « Non, le noir n'est pas une couleur, donc pas de noir pour Monet. » Et je me rappelle ces phrases parce que lorsque le noir va venir sur moi, eh bien rappelez-vous, ces mots de Fontenelle, je crois, Diderot ou d'Annie Cordy, je ne me souviens plus, qui disait que, et en tant que fleuriste quand même intermittent, de mémoire de rose, on n'a jamais vu mourir un jardinier. Et de mémoire de rose ou de mémoire d'Indien, on n'a jamais vu mourir un académicien. À 45 ans, Marc Cécillon n'était déjà plus que l'ombre de lui-même. Le 7 août 2004, ivre, il tue sa compagne, Chantal, secrétaire médicale avec qui il était marié depuis 24 ans. Lui, la star adulée aux 46 sélections en équipe de France de rugby, l'icône des stades des années 1990, le colosse invincible, 1m91, 115 kilos, a sombré depuis la fin de sa carrière dans l'alcoolisme et la dépression. Alors, en cet été 2004, lorsque Chantal, lors d'un dîner chez des amis, lui annonce qu'elle souhaite le divorce parce qu'elle ne supporte plus sa violence exacerbée et son harcèlement jaloux, il part chercher son pistolet Magnum 357 et tire 5 fois. « Je l'ai tué, mais je l'aime! Tuez-moi !» hurle-t-il en transe après avoir vidé son chargeur. Les convives auront le plus grand mal à le maîtriser. Son taux d'alcool dans le sang est de 2,65 grammes. 2 années plus tard, il comparaît devant la cour d'assises de l'Isère. Son défenseur appelle à la rescousse la glorieuse famille du rugby français. Médecins, joueurs ou entraîneurs racontent le reclassement toujours délicat des sportifs de haut niveau. L'angoisse de ces montagnes de muscles soudain si fragiles quand elles retournent à la vie civile. Les jurés restent pourtant insensibles à cet argument. Ils condamnent lourdement 20 années de réclusion criminelle. Après avoir fait appel, Marc Cécillon est jugé une seconde fois le 1er décembre 2008 devant la cour d'assises du Gard. C'est alors un tout autre procès qui s'ouvre. Son nouveau défenseur, Éric Dupond-Moretti, n'a pas convoqué à la barre l'armada des amis sportifs parce que, dit-il, Cécillon n'était plus un rugbyman quand il a tué sa femme. Il plaide le drame familial et l'histoire ordinaire d'une chute. Devant une cour d'assises, expliquera l'avocat au journal Le Monde, on parle toujours de la même chose, de l'amour, de papa-maman, de sa femme, de ses gosses, avec les mots des pauvres gens, comme dit Ferré. Moi, j'adore les mots, mais je déteste la littérature. Ou alors seulement Pagnol, parce qu'il aime le mot manivelle. Et puis il a aussi cette phrase définitive, il faut que les jurés aient envie de prendre le Ricard avec vous, pas le champagne. L'ogre, comme le surnomment ses confrères, tant sa stature impressionne dans les prétoires, a, comme toutes les stars, ses fans, ses inconditionnels et ses détracteurs qui le jugent brutal ou mal élevé.
Devenu célèbre avec l'affaire d'Outreau, il est désormais le recordman des acquittements et la terreur des magistrats. Fils d'une femme de ménage, boursier, pion, serveur dans une boîte de nuit pour payer ses études de droit, il entre dans la carrière par la petite porte, les affaires prud'homales. Mais il ne rêve que du pénal. Le soir, je prenais des commissions d'office à tour de bras. Et quand arrivent les premières relaxes, Éric Dupond-Moretti se fait un nom, puis une réputation. Il est celui qui fait peur, celui qui n'hésite pas à incendier les juges, celui qui mord, celui qui ose lâcher un jour à un président. Il m'est désagréable de plaider devant vous, car je vous déteste. L'ogre assure qu'il ne triche jamais. Je suis à la barre ce que je suis dans la vie, explique-t-il à Libération. Un gars pas hyper cultivé, un peu brutal. Mais je préfère la maladresse à la lâcheté. Mais l'ogre est aussi un écorché vif. Et pour Marc Cécillon, il prononce une plaidoirie violente d'humanité qui permettra la réduction de la peine à 14 ans au lieu de 20. Alors maintenant, vous allez entendre la plaidoirie prononcée par Éric Dupond-Moretti, avocat de Marc Cécillon, le 3 décembre 2008, devant la cour d'assises du Gard. Tout ce que ce métier m'a appris, c'est que les êtres sont tous d'une extrême fragilité. Même s'ils mesurent 1,91 m, même s'ils pèsent 115 kg, et même si le seul film qu'il soit allé voir dans sa vie, c'est L'Ours. Alors, je voudrais que lui et moi, nous descendions de l'Olympe des dieux du stade pour vous présenter ce dossier à hauteur d'homme, et que vous puissiez le juger à hauteur d'homme. Mesdames et messieurs les jurés, j'ai besoin de vous, non pas comme des saints justes, mais comme des hommes et des femmes qui sont venus avec leurs défauts et leurs qualités. Vos défauts, ils m'intéressent aussi. C'est un procès exceptionnel auquel nous avons assisté. D'abord, grâce au parti civil, les filles et la mère de Chantal Cécillon, mesdames, je m'incline en tant qu'homme devant votre chagrin. Je m'incline sur votre dignité. On voit si souvent dans les cours d'assises des partis civils qui ont enfourché le cheval sécuritaire et qui mesurent leurs possibilités de reconstruction à la hauteur des années de prison prononcées. Vous avez exprimé des choses que je n'ai pas entendues depuis 15 ans dans une cour d'assises. Quelle mesure! On s'invente les héros que l'on peut. Zidane, ce n'est pas Jean Moulin ou Cécillon. Et dans la société qui est la nôtre, on leur pardonne tout. Leur frasque, c'est ce qui nourrit notre appétence collective pour la presse de caniveau. Mais attention, le héros a une obligation, celle de ne pas tomber. Parce que s'il tombe, il prend des coups de pied. Cécillon n'a pas su préparer sa reconversion de sportif. Il n'a pas compris les attentes de sa femme et de ses proches. Rongé par la dépression, il s'est réfugié dans l'alcool. Moi, Marc, quand je regarde votre vie, j'ai envie de dire « Putain que c'est triste, que c'est illusoire. » Mais c'est comme ça. Il y a eu la notoriété, les faux amis, ces promesses de la nuit qui ne voient pas le jour, l'argent facile, les filles. C'est peut-être moralement contestable, mais c'est humain, très humain. Et puis il y a l'alcool, la fameuse troisième mi-temps. Mais comme dit Blondin, on boit à plusieurs, mais on est sous, tout seul. Alors lui, ce gros lourdeau, il ne sait pas parler à sa femme, il ne l'écoute pas. Il préfère les copains. Et il va au bistrot. Et c'est un pastaga. 2 pastagas, 3 pastagas. Et après, il rentre tout seul chez lui comme un cornard.
Oui, il traite sa femme de merde parce qu'il pense qu'il est devenu une merde lui-même. Quand on ne se respecte plus, on ne peut pas respecter les autres. Évidemment que Chantal a peur de lui. Évidemment aussi qu'il ne s'en est pas rendu compte parce que pour Cécillon, à moins d'un coup de boule, il n'y a pas de violence. Mais il n'y a pas de hasard. Si le drame s'est noué ce soir-là, dans cet endroit-là, ce soir-là, Marc Cécillon, il est comme dit son ami Béjouy, dans le fond du sac. Et comment imaginer, comment penser un seul instant à un geste prémédité? Ce que je veux dire au parti civil, c'est que l'assassinat, c'est une espèce de projet froid, déterminé, médité d'avance. Qui peut dire que ce soir-là, avec 3 grammes d'alcool dans le sang, Marc Cécillon n'est pas sous l'emprise d'une passion dont, quand il repart chez lui, qu'il prend l'arme? Les 2 experts, psychologues et psychiatres, ont tous 2 estimé que ce soir-là, il ne disposait pas de son entier discernement. Comment quelqu'un qui ne dispose pas de son entier discernement peut-il accomplir un acte prémédité? Alors pourquoi ça vaut pas 20 ans? Et pourquoi il faut aller en dessous de 15 ans? Je vais vous le dire. Il a des circonstances atténuantes, Marc Cécillon. La première, c'est que ça n'est pas une crapule. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui peut dire que ce n'est pas un brave type, Marc Cécillon? La deuxième, c'est que le crime n'est pas un crime crapuleux, mais un crime passionnel. Il a commis son crime sous l'emprise de la passion à un moment où il n'avait pas le contrôle de ses actes. Quelle différence avec Bertrand Cantat, qui bat sa femme à mort et qui prend 8 ans? Cantat, il ne le rencontrera pas, Cécillon, en prison. Il est sorti? La troisième circonstance atténuante, c'est sa dépression. Mais il la soigne au pastis, lui. Ah, bien sûr, on peut lui reprocher de ne pas être allé voir un psy. Mais vous l'imaginez, vous? Cette bestiace? Aller voir un psy pour lui dire qu'il est devenu une merde? Marc Cécillon, il faut qu'il comprenne qu'il a été jugé comme un type ordinaire descendu de l'Olympe qui nous ressemble. La semaine prochaine, en son nom, ce n'est pas à la une de l'équipe qu'il va le lire, mais à celle de détective. Nous avons assisté à un réquisitoire de caricature, à une maladresse judiciaire considérable. La peine de 20 ans réclamée par monsieur l'avocat général, c'est la peine à laquelle Messrine a été condamné. Si vous le condamnez à 20 ans, vous aurez jugé, mais vous n'aurez pas rendu la justice. Je vous demande de rendre la justice. Nous vous avons cité l'affaire Marc Cécillon, tirée des grandes plaidoiries des ténors du barreau, publiées aux éditions Jacob Duvernay. Alors, on a oublié de mentionner que ce livre, qui est en 2 tomes, est écrit, enfin transcrit par Mathieu Aron, qui est ici présent ce soir, directeur de la rédaction de France Inter, qui va venir sur scène parce qu'on a quelques questions à lui poser, bien entendu. Et moi, j'ai pas 3 bras, et je me rends compte qu'avec un micro à main, c'est plus compliqué qu'avec un micro à pied. Bonsoir Mathieu Aron. Bonsoir. J'essaye de les montrer avec une seule main. Vous avez le tome 1 en livre de poche maintenant, et il y a le tome 2 qui est en grand format, mais les deux sont tous les deux très intéressants. Grande plaidoirie des ténors du barreau. Alors on a Maréchal Pétain, Maurice Papon, Dils, c'est des gens assez variés. Hein. Véronique Courgeot, Jérôme Kerviel, il y a des innocents donc dedans, hein, devinez lequel. Et puis tome 2, on a notamment Cécillon. Voilà. Quelle impression tout de suite à chaud
avant de parler de la plaidoirie, entre guillemets, on va dire, de Dupond-Moretti, parce que je crois que la plaidoirie de Dupond-Moretti a duré quand même plus de 5 minutes, je pense qu'elle a duré plus de 5 minutes, on en reparlera, c'est intéressant ça, le temps. Quelle impression à chaud sur les textes et les prestations des jeunes avocats, Mathieu Aron? Moi, je retrouve le vrai plaisir que j'ai eu pendant des années et des années en assistant à de très nombreux procès. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je suis frappé, assez fasciné par la force des mots, qui toujours dégage une forme d'émotion. Et moi, c'est cette force des mots que j'ai voulu retranscrire dans les livres. C'est ça qui m'a donné envie d'être chroniqueur judiciaire. Et c'est ça que j'ai retrouvé aussi ce soir et qu'on a pu capter et entendre, je crois. Alors j'espère qu'on l'aura aussi dans la deuxième partie, parce que ça, il va y avoir des textes encore très forts. Alors, cette plaidoirie de Éric Dupond-Moretti, qui est donc, on va dire, condensée dans votre ouvrage, est-ce que c'est lui qui l'a condensée ou est-ce qu'il vous l'a passée et c'est vous qui l'avez condensée? Il y a quelque chose de très particulier dans les procès, c'est que ce sont des huis clos. Les micros et les caméras ne sont pas autorisés. Rien n'est enregistré. C'est un des rares endroits peut-être encore où rien n'est enregistré. Donc les journalistes qui sont présents, ils prennent des notes. Donc toutes les plaidoiries que j'ai pu reconstituer, ce sont des plaidoiries reconstituées à partir de notes. Bien entendu, j'ai ensuite soumis ces textes aux avocats. Donc c'est effectivement ce qui s'est dit, à quelques nuances près parfois. Et puis bien sûr, des plaidoiries peuvent durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire 4 heures, voire beaucoup plus longtemps dans certains procès historiques. Donc forcément, pour les besoins du livre, ce sont des textes condensés. Enfin, je crois qu'on a bien perçu là, le caractère affectif avec tous les éléments. Hein. Voilà, et je dirais le style, si on peut le dire comme ça, d'Éric Dupond-Moretti, qui s'adresse aux jurés comme si c'était des compagnons de comptoir, qui leur parlent comme si c'était des gens ordinaires, et qui leur parlent de manière ordinaire, dans un style, on l'a entendu, très personnel, très humain en fait. Voilà, et on voit bien le contexte affectif. J'ai remarqué quelques étudiants en rhétorique dans la salle, sans leur développer un cours là-dessus. On voit bien que dans les parties de la plaidoirie, la première chose en fait que dit Dupond-Moretti, c'est de se mettre d'une certaine manière les parties civiles dans la poche, c'est-à-dire la mère et la fille de la victime, pour leur dire, mesdames, votre dignité, etc. Et donc vis-à-vis des jurés, il ne va pas apparaître comme un méchant, puisqu'il va capter à ce moment-là la partie civile pour la réintégrer dans la défense. Hein. C'est aussi le rôle d'un peu de voiture-balai de l'avocat de la défense qui va capter tous les investissements affectifs pour ensuite les redonner, vous en avez entendu. Oui, bien évidemment. Ce qu'on capte bien, je trouve, dans cette plaidoirie, en l'écoutant, là, comme ça, ce soir, c'est l'idée, et c'est ce que font les avocats, et ce que parfois ils réussissent, ce que parfois ils ne réussissent pas d'ailleurs, c'est de faire disparaître l'image de l'accusé. Ce qu'ils m'ont expliqué quand j'ai fait le livre, quand je les ai rencontrés et en les voyant au quotidien, c'est que le but ultime de la plaidoirie, c'était de ramener l'accusé dans la communauté des hommes. Et donc, en faisant ça, je pense que vis-à-vis des jurés, à nouveau, ils n'ont plus un accusé en face d'eux, mais ils ont un homme, et comme c'est un homme, ils vont peut-être parfois, et là c'est réussi, puisqu'il a réussi à faire en sorte que cette personne en appel soit condamnée à 6 années de moins, ce qui n'est pas rien, faire en sorte que effectivement des jurés voient à nouveau un homme et plus simplement un coupable ou un accusé. Alors je vais jouer l'avocat du diable pour une dernière question. Vous le savez bien que sur environ 3000 procès d'assises par an en France, 80% ne sont pas du tout des crimes passionnels. Le crime passionnel, c'est l'idéal pour l'avocat. La victime n'est plus là, il y a eu de la passion, on peut plaider la passion, mais 80%, c'est des mœurs, et des mœurs assez dégoûtantes. C'est très souvent des viols. Oui, bien sûr, voilà. La majorité de procès devant les assises, ce sont des viols. Et là, c'est déjà beaucoup plus difficile de faire des belles plaidoiries. Alors, quel est votre sentiment là-dessus par rapport au crime passionnel? Comme on va dire, c'est pas du tout le même domaine. Deux manières de vous répondre. La presse assiste forcément à des procès exceptionnels, des histoires exceptionnelles, puisqu'on est là aussi pour raconter des histoires. C'est une façon de parler aussi de ce que je disais tout à l'heure, d'une forme d'humanité. Et puis, il y a quand même quelque chose qu'il faut voir et savoir, c'est que beaucoup de ces avocats font en sorte que ces coupables, même si ce sont des monstres, même si ce sont les pires des salauds, aux yeux des jurés, même si ce sont les pires des violeurs, redeviennent justement ces hommes. Alors c'est tout un art. Oui. C'est une technique aussi.